Dans les hauteurs verdoyantes de l'Auvergne, là où les collines s'étendent à perte de vue et les forêts murmurent aux vents anciens, se cache une petite bourgade oubliée du temps. À la lisière de ce monde figé vit Camille Moreau, une jeune femme de 24 ans, aux cheveux de blé et aux yeux clairs comme les rivières de montagne. Orpheline depuis ses 15 ans, elle a appris à survivre seule, s'appuyant sur ses mains agiles et son courage discret. Elle vend ses fromages de chèvre, faits à la main selon une recette transmise par sa grand-mère, chaque semaine au marché du village. Une vie simple, faite de silence, de gestes précis et de longues marches sur les sentiers battus. Ce jour-là, le ciel avait promis l'été, mais il avait menti. Le soleil du matin s'était éclipsé derrière des nuages lourds, et avant que Camille n'ait eu le temps de remballer sa table au marché, les premières gouttes tombèrent, épaisses, froides, trahissant l'arrivée d'un orage. Le dernier bus vers son hameau, trop ponctuel pour un jour si capricieux, était déjà parti. Elle courut jusqu'à l'arrêt en vain. Il ne reviendrait que le lendemain. Trempée, son panier sous le bras et ses cheveux collés à son front, elle prit la vieille route de terre qui serpentait vers les collines, espérant qu'un véhicule de passage la recueillerait ou qu'elle atteindrait à pied la ferme d'un voisin compatissant. Mais ici, l'entraide se perdait comme la jeunesse des pierres. Le vent soufflait fort, poussant la pluie de biais. La boue collait à ses bottes, alourdissant chaque pas. Les arbres se pliaient, comme des vieilles dames sous le poids des années. Et elle, toute frêle qu'elle était, marchait à contretemps du monde. Ses pensées étaient floues, envahies par le froid et la peur d'être surprise par la nuit. Les nuages, noirs comme de la cendre, masquaient déjà les derniers éclats du jour. Le tonnerre grondait dans les vallons. Il n'y avait rien d'autre que la pluie, la boue et le bruit de ses pas mouillés. Puis, au détour d'un virage, une lumière, faible, d'un jaune sale, presque noyée par les rideaux d'eau, mais bien réelle. Une voiture? Non, plus large, plus lente, une vieille camionnette. Les phares s'approchèrent doucement comme hésitants, criblant la brume de lumière pâle. Camille s'arrêta, son cœur battant un peu plus vite. Elle leva la main, non pas avec espoir, mais par instinct. Dans cette région, les passants ne couraient pas les chemins, surtout par un temps pareil. Le moteur ronronna près d'elle. La portière s'ouvrit en grinçant. Un homme en descendit. Grand, vêtu d'un manteau épais, un chapeau de feutre sur la tête. Il ne dit rien d'abord. Il la regarda simplement, comme s'il la reconnaissait ou la jaugeait. « Vous êtes loin de chez vous », dit-il enfin, sa voix grave couverte par la pluie. Camille hocha la tête, méfiante mais glacée jusqu'aux os. Elle murmura le nom de son hameau, précisa qu'elle avait manqué le bus. L'homme acquiesça, sans sourire. « Montez. Je ne vais pas jusque-là, mais ma ferme n'est pas loin. Vous pourrez vous abriter jusqu'à demain. » Elle hésita. Chaque histoire de village avait son lot de récits sur des filles perdues et des hommes trop généreux. Mais le froid mordait déjà ses doigts. Elle n'avait plus de choix. Elle monta, referma la portière. L'odeur du cuir mouillé, du tabac froid et de la terre remplit ses narines. Il mit le moteur en marche. Ils roulèrent en silence. Le chemin devint plus chaotique, les roues de la camionnette glissant par moments sur la boue. À travers la vitre, elle distinguait à peine les champs noyés. Il ne parlait pas, elle non plus. Mais ce silence, étrangement, n'était pas oppressant. Il semblait avoir sa propre langue. Enfin, ils passèrent un vieux portail de bois. La camionnette s'arrêta devant une bâtisse large, de pierres sombres, au toit pentu. Aucune lumière n'en émanait, sauf celle, vacillante, d'une lanterne sous le porche. L'homme descendit, fit le tour du véhicule, ouvrit sa portière. « Vous pouvez entrer. Il y a du feu et du sec. » Camille descendit lentement. Chaque pas vers cette maison semblait l'éloigner un peu plus de la réalité. Quelque chose au fond d'elle se tordait, une sensation étrange, pas de peur, pas de soulagement non plus. Un pressentiment comme si en franchissant ce seuil, quelque chose allait basculer. Elle franchit le portail de la ferme, et dans son ventre, une chaleur confuse naquit, fragile et inexplicable. Le craquement du gravier sous leurs pas résonna brièvement, alors qu'ils s'approchèrent de la maison. Étienne Durand, comme elle apprit qu'il s'appelait quelques minutes plus tard, ouvrit la porte d'un geste tranquille, sans précipitation, comme s'il avait répété ce mouvement toute sa vie dans le même silence. L'intérieur de la maison était sombre, uniquement éclairé par une lampe à pétrole posée sur une étagère près de l'entrée. Camille entra derrière lui, retenant un frisson qui n'était plus seulement dû au froid. La pièce principale s'ouvrait sur une cuisine rustique, un coin salon aux fauteuils usés
et une grande cheminée noire dans laquelle un feu mourant crépitait faiblement. L'odeur du bois humide, mêlée à celle de cendres et d'herbes sèches, enveloppait la pièce comme une couverture oubliée. Étienne s'avança sans un mot, jeta 2 bûches dans l'âtre, attisa les braises. En quelques minutes, les flammes reprirent vie, projetant sur les murs de pierre des ombres mouvantes. Il se redressa, essuya ses mains sur un torchon, puis désigna une chaise près du feu. « Asseyez-vous, vous êtes trempé. » Camille obéit. Ses vêtements collaient à sa peau, ses cheveux gouttaient sur ses épaules. Elle ne parlait pas, observant cet homme qui ne disait que l'essentiel, sans froideur, mais sans détour. Il avait le visage marqué par les années et le travail, la barbe poivre et celle mal taillée, les mains épaisses, calleuses. Il n'avait pas posé de questions. Il ne semblait ni curieux, ni dérangé par sa présence. Il se contentait d'agir, comme si l'accueillir avait été une décision prise longtemps auparavant. Il disparut un instant dans une pièce voisine, en revint avec une couverture en laine qu'il lui tendit sans un mot, puis ajouta « Il y a de la soupe sur le feu, si vous avez faim. » Elle acquiesça doucement, trop surprise pour parler, trop épuisée pour refuser. La soupe simple à base de légumes et de pommes de terre la réchauffa doucement de l'intérieur. Le silence régnait toujours, mais il n'était pas pesant. Un silence de circonstance, pas d'indifférence. Elle le regardait parfois du coin de l'œil. Il s'affairait à ranger quelques outils dans un coin, remettre un peu d'ordre dans ce qui ressemblait à un quotidien routinier et solitaire. Elle pensa alors que cet homme ne devait pas avoir souvent de la compagnie. Après le repas, il désigna un escalier de bois brut qui montait à l'étage. La chambre est là-haut. 2e porte à gauche. C'est pas grand-chose, mais il y a des draps propres. Vous pouvez rester pour la nuit. Camille hésita, mais le sommeil et la chaleur douce de la soupe l'avaient déjà assommée. Elle remercia brièvement d'un signe de tête, monta l'escalier lentement. Les marches grinçaient sous ses pas. La chambre était simple. Un lit, une commode ancienne, une fenêtre donnant sur les champs détrempés. Rien de personnel. Aucune photo, aucun objet décoratif. Un espace de passage ou d'oubli. Elle se changea tant bien que mal avec les vêtements qu'elle trouva dans un tiroir, un vieux pull large et un pantalon trop long, se glissa sous les draps rêches et, bercé par le son de la pluie sur le toit, sombra dans un sommeil lourd, sans rêve. Le lendemain matin, le silence régnait encore dans la maison. Elle descendit à pas feutrés, trouvant Étienne déjà debout, préparant du café. Il lui servit une tasse sans un mot, puis s'installa à la table. Le ciel était encore chargé. La pluie continuait de tomber, fine et constante. Camille jeta un œil par la fenêtre. La route de terre qui menait au village ressemblait à une rivière boueuse, infranchissable à pied. « La route est coupée », dit Étienne simplement, comme s'il avait deviné sa pensée. « Même le tracteur passerait pas. Faudra attendre que ça se calme. » Elle hocha la tête. Elle n'avait pas d'autre choix que de rester. Il ne proposait pas, il constatait. Et cette manière de faire, à la fois distante et claire, lui rappelait une époque plus ancienne, celle des gens de la terre, pour qui l'hospitalité ne se discute pas, mais ne se commande pas non plus. Plus tard dans la matinée, il lui proposa une veste imperméable et des bottes. « Si vous voulez m'aider à nourrir les bêtes, ça passe le temps. » Elle accepta, un peu surprise. Elle n'était pas habituée à ce genre de travail, mais l'idée de rester à ne rien faire l'angoissait. Ensemble, ils sortirent dans la cour. Le vent avait diminué, mais la pluie persistait. Ils passèrent d'un enclos à l'autre, nourrissant les poules, les chèvres, les quelques vaches. Étienne montrait, expliquait en peu de mots. Elle écoutait, imitait ses gestes, maladroite au début, puis de plus en plus confiante. Le travail dura jusqu'en fin d'après-midi. Ils rentrèrent, crottés, mouillés, mais curieusement apaisés. Le feu les attendait dans la cheminée. Étienne posa ses bottes près de l'entrée, s'assit dans son fauteuil usé et alluma une pipe qu'il ne fumait visiblement que par habitude. « Vous n'êtes pas d'ici », dit-il soudain, sans la regarder. Camille sourit, amusée par la simplicité de la remarque. « Je suis né pas loin, mais je vis seul depuis longtemps. » Il acquiesça. « Moi aussi. » Il ne donna pas plus de détails, et elle ne demanda rien. Il y avait quelque chose de naturel dans cette absence de curiosité mutuelle, comme si chacun respectait le silence de l'autre. Le feu crépitait entre eux. Dehors, la pluie tambourinait toujours. Ce soir-là, le repas fut simple, mais partagé dans un silence moins pesant. Étienne lui tendit le pain, elle lui servit de l'eau. De temps en temps, leurs regards se croisaient.
Pas d'échange de sourires, pas de connivence artificielle, mais une présence, une reconnaissance tacite. Quand elle remonta se coucher, elle jeta un dernier regard vers la pièce. Étienne était resté au salon lisant un vieux livre au bord du feu. Camille monta lentement les marches et en atteignant le palier, elle sentit à nouveau ce picotement étrange dans la poitrine. Ce n'était pas de la peur ni de l'excitation. Juste, un déplacement intérieur comme si quelque chose en elle s'était mis à bouger, à changer de place sans son autorisation. Elle s'allongea dans le lit froid. La pluie semblait moins forte, mais l'air restait humide. Elle repensa à cette journée, à cet homme, à cette maison. Rien de magique, rien de romanesque. Juste une coïncidence, un abri dans la tempête. Et pourtant, elle sentait bien qu'il y avait dans ce lieu, dans cette rencontre, quelque chose qui ne serait pas passager. Elle ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne pensa pas au lendemain. Le troisième matin se leva sur un ciel uniformément gris, une de ces journées où la lumière semble ne jamais tout à fait s'installer. Camille ouvrit les volets de sa chambre d'un geste lent. La pluie avait cessé, mais l'humidité imprégnait encore les vitres, les pierres, l'air. La ferme d'Étienne baignait dans ce silence rural particulier, entre le calme naturel et l'activité discrète du lever du jour. Elle descendit l'escalier en bois, dont chaque marche grinçait légèrement sous ses pas, comme si la maison elle-même reconnaissait désormais sa présence. Dans la cuisine, le poêle ronronnait doucement. Étienne était déjà là, comme chaque matin, assis à la table, une tasse de café noir devant lui. Il ne leva pas les yeux tout de suite. Camille s'approcha, se servit une tasse sans rien dire, puis s'installa en face de lui. Ils échangèrent un de ces regards sans urgence ni question, puis burent en silence. Après le petit déjeuner, Étienne partit vers les enclos. Camille resta à l'intérieur, décidée à s'occuper de quelque chose. L'idée d'aider ne lui venait plus comme une contrainte, mais comme une façon d'occuper ce temps suspendu. Elle commença à nettoyer la cuisine plus à fond, puis se laissa guider par une intuition calme, ouvrant une porte derrière le salon qu'elle n'avait pas encore franchie. Elle donna sur un couloir étroit, menant à plusieurs pièces closes. Elle avança doucement, posant la main sur les poignets, jusqu'à ce qu'une porte cède sous une légère poussée. La pièce qu'elle découvrit semblait figée. Les rideaux fermés laissaient à peine passer la lumière, mais ce fut suffisant pour révéler les contours d'un ancien salon de musique. Un piano droit, recouvert d'un drap blanc, trônait contre un mur. Une bibliothèque poussiéreuse, remplie de partitions et de livres, occupait le coin gauche. Et sur le buffet, entre deux bougeoirs ternis par le temps, une photographie. Camille s'approcha lentement. Dans le cadre en bois foncé, elle reconnut Étienne, plus jeune, visiblement dans la trentaine. À ses côtés, une femme assise au piano en robe claire, le visage tourné vers l'objectif avec un sourire discret. Ses cheveux sombres, relevés en un chignon simple, mettaient en valeur un regard profond, un peu triste peut-être, mais lumineux. Avant qu'elle ne puisse poser la main sur le cadre, une voix derrière elle brisa le silence. Elle jouait tous les soirs. Camille sursauta, se retourna. Étienne se tenait sur le seuil, les bras croisés. Il ne semblait pas en colère, juste ailleurs. Il entra dans la pièce, s'approcha du piano, enleva le drap, le repliant méthodiquement avant de le poser sur le dossier d'un fauteuil. C'était sa pièce, dit-il en regardant l'instrument. Elle passait des heures ici. Camille resta silencieuse. Elle n'avait pas envie de briser le fil des souvenirs qu'il semblait enfin prêt à évoquer. Il passa la main sur les touches du piano, sans appuyer. Puis, sans tourner la tête, ajouta d'un ton neutre « Elle était ma femme ». Puis il sortit sans un mot de plus, la laissant seule dans la pièce. Camille resta là quelques instants, écoutant le silence qui suivit son départ. Elle s'approcha à nouveau de la photo. Maintenant, l'image prenait un autre sens. Ce n'était plus juste une pièce abandonnée, mais un espace en deuil. Elle referma la porte en sortant, avec la même précaution qu'on aurait pour un sanctuaire oublié. Le reste de la journée se déroula sans commentaire. Étienne n'évoqua plus la pièce ni la femme sur la photo. Camille respecta ce silence. Elle l'aida à réparer une barrière abîmée par la tempête, ramassa des branches tombées, nettoya les abords de la grange. Ils travaillaient ensemble sans échanger beaucoup de mots, mais les gestes devenaient plus fluides, presque synchrones. À l'intérieur de la maison, l'après-midi venu, elle entreprit de ranger un vieux vaisselier dans le salon. Elle y découvrit des objets dépareillés, des assiettes anciennes,
des lettres jaunies que le temps avait rendues presque illisibles. Elle ne les lut pas encore. Mais elle sentit, à la manière dont tout était soigneusement rangé et pourtant laissé à l'abandon, que cette maison n'était pas seulement vieillotte. Elle était bloquée, pas dans un passé mystique, mais dans une réalité inachevée, dans une douleur qu'on ne sait pas nommer. Le soir venu, le dîner fut un peu plus long. Étienne lui servit une assiette de ragoût et ils partagèrent un morceau de fromage fait maison. Pour la première fois, il lui demanda « Vous avez toujours vécu seul ?» Elle hocha la tête. « Après mes parents, oui. J'ai appris à ne pas trop attendre des autres. » Il acquiesça lentement. « C'est plus simple comme ça. » Mais son regard, en disant cela, se perdit vers la pièce du piano, invisible depuis la cuisine, mais présente dans son esprit. Camille n'ajouta rien. Elle sentait que ce n'était pas le moment. Mais quelque chose s'ouvrait lentement, dans ses silences et ses regards détournés. Elle monta se coucher avec cette impression persistante d'être entrée dans un endroit fragile, pas dangereux, pas mystérieux, juste humainement vulnérable. Étienne ne parlait pas de lui, mais chaque détail de cette maison parlait pour lui. Les cadres non déplacés, les objets jamais rangés, les souvenirs conservés dans la poussière et le bois. Et cette photo, ce piano, cette femme qu'elle ne connaissait pas, mais dont la présence semblait encore flotter dans l'air immobile de cette pièce oubliée. Camille s'endormit tard ce soir-là, non pas à cause d'un malaise ou d'une inquiétude, mais parce qu'elle sentait, confusément, que son arrivée ici avait déplacé quelque chose chez Étienne, qu'elle-même était déjà un élément de changement, même s'il ne le disait pas, même s'il ne voulait pas encore l'admettre. Dans le silence de sa chambre, alors que la nuit avançait lentement, elle comprit qu'elle ne repartirait pas tout de suite. Pas tant que cette maison n'aurait pas parlé un peu plus. Le lendemain, le vent avait tourné, mais la pluie persistait. Le ciel semblait incapable de se délester de ses nuages bas. La terre, imbibée depuis des jours, n'absorbait plus rien. Camille, debout tôt comme à son habitude, observa depuis la fenêtre de sa chambre les flaques qui s'étiraient entre les pierres du chemin. Les champs ressemblaient à des étendues stagnantes. Même les animaux semblaient ralentis, comme si eux aussi attendaient que quelque chose change. Elle descendit à la cuisine et trouva Étienne debout, comme chaque matin, déjà vêtu de sa veste de travail, les bottes humides appuyées contre la porte. « La route est toujours impraticable », dit-il en la voyant arriver. Il ne disait pas cela pour l'alerter, mais simplement pour constater l'évidence. Elle n'était pas surprise. Depuis son arrivée, chaque jour semblait être une variation du précédent, avec juste assez de nuances pour qu'elle ne se lasse pas, mais pas assez pour qu'elle puisse planifier un départ. Camille prit sa tasse de café, observa le silence matinal. Elle savait que s'éterniser ici n'était pas raisonnable, mais elle ne ressentait pas encore le besoin pressant de partir. Elle se disait que c'était à cause de la pluie. Elle se répétait cela chaque matin. Ce jour-là, après le petit déjeuner, Étienne ne prit pas immédiatement la direction des enclos comme d'habitude. Il resta debout, adossé au chambranle de la porte, semblant réfléchir avant de parler. Puis, sans tourner la tête, il lança d'un ton direct. « Je pourrais vous proposer un arrangement. » Camille leva les yeux de sa tasse. Il ne la regardait pas. Il observait quelque chose au loin, à travers la fenêtre. La grange, peut-être. Ou simplement le vide. « Tant que le temps ne permet pas de partir, vous pourriez rester ici. En échange, vous m'aidez un peu sur la ferme. Rien de compliqué, des petites choses. » Elle le fixa un moment sans répondre. Ce n'était pas tant l'offre en elle-même qui la surprenait que le fait qu'elle vienne de lui. Étienne n'avait jamais semblé chercher la compagnie de qui que ce soit. Il vivait dans le retrait, dans une solitude organisée, presque défendue. Et maintenant, il lui proposait de rester, de s'installer temporairement dans cet équilibre qu'il avait protégé depuis des années. « D'accord », répondit-elle après un court silence. Il acquiesça simplement, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il ne lui proposa pas plus de détails, pas de plan. Ce n'était pas une organisation rigide, juste un accord tacite. Travailler, partager les tâches et attendre que la pluie cesse. Ils commencèrent ce jour-là. Étienne lui montra comment nettoyer l'abri des chèvres, comment préparer la nourriture des poules, comment vérifier la pompe qui alimentait le petit potager derrière la maison. Camille apprit rapidement. Ses gestes devenaient plus assurés, plus précis. Elle avait grandi avec des mains habiles et un sens pratique hérité de sa mère. Travailler avec la terre, les animaux, les outils, ce n'était pas étranger à sa nature, c'était même un retour à quelque chose de fondamental,
Lui, de son côté, restait fidèle à lui-même, économe en paroles, méthodique, attentif sans être envahissant. Il ne corrigeait jamais, n'élevait pas la voix. Il observait, montrait une foi, puis laissait faire. Camille sentait dans cette attitude une forme de respect discret. Il n'exigeait pas, il proposait. Il n'enseignait pas, il partageait. Les jours suivants se succédèrent avec ce même rythme. Les tâches s'enchaînaient, les gestes devenaient routiniers. Le soir, ils partagèrent le dîner dans un silence parfois ponctué de quelques phrases sur les bêtes, le climat ou une clôture à réparer. Rien de personnel, mais dans ces échanges succincts, Camille percevait une forme de complicité muette. Elle ne s'ennuyait pas. Elle ne se sentait pas non plus étrangère. Et chaque soir, quand elle montait se coucher, elle avait l'impression d'avoir accompli quelque chose, aussi modeste soit-il. Un après-midi, alors qu'elle rangeait quelques outils dans la remise, elle tomba sur un carnet de notes soigneusement rangé dans une boîte en métal. À l'intérieur, des schémas d'installations agricoles, des idées de réaménagement pour les espaces autour de la grange et des plans pour une serre en verre. Chaque page était datée, annotée. C'était l'écriture d'Étienne. L'ordre, la précision, la vision à long terme. Mais la dernière date remontait à plus de 5 ans. Elle rangea le carnet sans en parler. Elle n'en avait pas besoin pour comprendre que cet homme avait un jour eu des projets, et que ces projets s'étaient arrêtés brusquement. Le soir même, à table, elle lui demanda simplement « Et cette serre, tu n'as jamais voulu la construire ?» Il leva les yeux, surpris, puis haussa les épaules. C'était une idée, à l'époque. Elle hocha la tête, ne cherchant pas à creuser. Elle avait appris que poser trop de questions le refermait. Mais elle sentit dans sa réponse quelque chose de résigné, et cela l'agaça plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'aimait pas la résignation. Elle l'avait trop souvent vue dans les regards de ceux qui avaient renoncé à vivre après une perte. Le lendemain, sans rien dire, elle alla dégager les environs de l'ancienne serre effondrée, recouverte de ronces et de terre. Elle ne savait pas encore si elle voulait la reconstruire, mais elle voulait au moins voir ce qu'il restait à sauver. Étienne l'observa depuis la cour sans intervenir. Il ne dit rien ce jour-là, mais le lendemain, il l'aida à porter des planches, à vérifier les anciennes fondations. Ils ne parlèrent pas du projet. Ils le firent simplement exister. Camille comprit alors que son rôle ici n'était pas seulement d'occuper ses journées. Elle réveillait des choses endormies. Pas par magie, pas par une quelconque intervention invisible, simplement par sa présence, son travail, son regard neuf sur un lieu figé. Elle ne s'en réjouissait pas, elle ne s'en inquiétait pas. Elle constatait, comme lui constatait les dégâts d'une tempête ou la naissance d'un chevreau. Et pendant qu'il reconstruisait, planche après planche, elle sentait que cette proposition inattendue d'aide contre l'hébergement avait été bien plus que ce qu'il avait osé formuler. C'était une tentative, silencieuse, de remettre quelque chose en marche. Et elle avait dit oui. Les jours qui suivirent prirent une allure étrange, à la fois immobile et productif. Le ciel demeurait bas, toujours chargé d'humidité, mais la pluie avait cessé de tomber avec violence. Elle n'était plus qu'une fine bruine qui s'installait au matin, disparaissait vers midi, puis revenait au crépuscule comme un souffle persistant. La ferme, pourtant, semblait s'éveiller à une forme de routine nouvelle. Camille, désormais familière des gestes du quotidien, avait trouvé sa place dans cet équilibre précaire. Étienne, de son côté, ne disait toujours que le strict nécessaire, mais elle remarquait de petites attentions qui trahissaient une forme d'acceptation silencieuse. Une tasse de café préparée avant qu'elle ne descende, une veste laissée sur le dossier de sa chaise les jours de vent plus forts, un outil bien affûté, disposé à l'endroit exact où elle allait en avoir besoin. Un matin, alors qu'elle préparait un mélange de graines pour les poules, Étienne lui demanda de l'aider à déplacer des bottes de foin dans la grange. Elle accepta aussitôt. Elle n'avait jamais vraiment exploré la grange, se contentant jusqu'alors de rester à l'extérieur, y rangeant parfois quelques outils ou récoltes. La structure massive et sombre trônait à l'arrière de la propriété, un peu à l'écart de la maison et des enclos. Ses planches épaisses portaient les marques du temps et des intempéries, et l'intérieur vaste sentait le bois sec, la paille et les vieux souvenirs. Ils travaillèrent de concert, chargeant les bottes sur une brouette, les empilant dans un coin dégagé. Étienne gardait un rythme régulier, méthodique. Camille, elle, en profita pour observer les recoins de l'édifice. Une partie du sol était recouverte de poussière ancienne, peu foulée.
À gauche, plusieurs box pour animaux, certains vides, d'autres remplis d'outils rouillés, de cordes enroulées et de bâches usées. Mais l'un des box, au fond, était fermé par une vieille porte en bois, barrée d'une chaîne et d'un cadenas. Rien ne semblait y avoir été touché depuis longtemps. Ce détail, au milieu d'un espace aussi ouvert, attira immédiatement son attention. Elle n'osa pas poser de questions sur le moment. Étienne, concentré, ne paraissait pas enclin à la discussion. Mais plus tard, alors qu'elle revenait seule à la grange pour ramasser une corde oubliée, elle s'approcha de la porte verrouillée. Elle posa la main sur le bois rugueux. De l'intérieur, lui parvenait un son à peine perceptible. Un souffle, ou peut-être un frémissement. Ce n'était pas un courant d'air, c'était vivant. Elle se figea, retint son souffle. Le bruit se répéta, un bruissement suivi d'un souffle plus fort. Un animal, sans aucun doute. Pas un rat. Trop régulier, trop lourd. Un grand animal. Elle s'accroupit, chercha entre les planches, mais il n'y avait aucun interstice suffisant pour voir à travers. La lumière ne passait pas. Intriguée, elle recula lentement, le cœur un peu plus rapide, non pas par peur, mais par ce mélange d'étonnement et de curiosité qu'on ressent face à l'inattendu. Le soir venu, à table, elle attendit qu'Étienne ait terminé sa soupe, puis elle demanda, d'un ton neutre, « Il y a quelque chose dans le box du fond ». Il ne répondit pas tout de suite. Il déposa sa cuillère, s'essuya les mains sur une serviette en tissu, puis se leva pour poser son bol dans l'évier. De dos, il dit simplement « Il vaut mieux ne pas s'en mêler ». Camille resta silencieuse. Elle ne s'attendait pas à une explication complète, mais cette réponse laconique confirmait qu'il y avait bien un secret derrière cette porte. Un secret qu'il ne souhaitait pas partager. « C'est un animal ?» demanda-t-elle encore, plus doucement. Étienne hocha la tête, toujours sans se retourner. Il ne doit pas être dérangé. Il n'ajouta rien. Elle sentit que le sujet était clos, pour l'instant. Les jours suivants, elle continua à passer devant la porte verrouillée, à écouter ce souffle régulier, ce déplacement discret. Elle en déduisit qu'il s'agissait d'un cheval. La cadence, les sons, tout correspondait. Mais pourquoi enfermer un cheval seul, sans lumière, sans accès aux autres animaux? Et surtout, pourquoi n'en parler à personne? Elle observa les habitudes d'Étienne. Parfois, très tôt, avant même qu'elle ne soit levée, il disparaissait quelques minutes. Elle comprit alors qu'il allait à la grange, nourrir l'animal, vérifier son état, sans témoin. Ce manège discret l'intriguait encore davantage. Elle décida de ne pas l'affronter directement. Elle attendrait. Mais la question restait en elle, lancinante. Un matin, elle le suivit discrètement. Il ne se rendit compte de rien. Elle le vit entrer dans la grange, porter un seau, ouvrir le cadenas, disparaître dans l'ombre. Quelques minutes plus tard, il ressortit, referma la porte, remit la chaîne. Il ne paraissait ni pressé ni inquiet, juste calme. Elle attendit qu'il s'éloigne, puis entra à son tour. Elle n'avait pas de clé. Mais elle se jura qu'un jour, elle découvrirait ce que cachait cet espace. Ce soir-là, à la lumière du feu de cheminée, elle pensa à tout ce que cette maison lui avait déjà révélé. Le piano, les souvenirs figés, les projets abandonnés, les gestes retenus. Étienne portait en lui un monde entier qu'il refusait de partager. Non par orgueil ou par arrogance, mais par protection. Comme si chaque détail de son passé, s'il venait à la surface, menaçait de briser le peu qu'il avait réussi à reconstruire. Camille n'était pas là pour fouiller les blessures. Elle ne cherchait pas à imposer une vérité ou à forcer des aveux. Mais ce cheval, ou quel que soit l'animal enfermé, représentait quelque chose de plus que ce qu'Étienne voulait bien admettre. Un lien, un vestige, une douleur. Et malgré elle, elle comprit que ce mystère, aussi simple ou banal qu'il puisse être, ferait basculer quelque chose d'essentiel dans la dynamique qu'ils avaient construite ensemble. Ce n'était pas de la curiosité maladive, c'était une nécessité de compréhension, une façon de savoir où elle mettait les pieds, de qui elle partageait le toit. Car dans cette maison silencieuse, où chaque chose avait sa place, où chaque mot était mesuré, les secrets prenaient une forme bien plus pesante que dans n'importe quel endroit bruyant. Et celui-là, tapi derrière une porte de bois, respirait encore. Le 6e jour s'annonçait avec un air plus sec. Le ciel demeurait nuageux, mais une lumière douce filtrait entre les couches grises. Camille s'était levée tôt, comme à son habitude, espérant profiter de l'accalmie pour avancer sur les travaux de la serre. Étienne lui avait prêté des outils plus précis,
et ils avaient prévu de remettre en état les structures métalliques rouillées qui pourraient encore servir d'ossature. Le rythme avait pris une forme presque agréable. Elle travaillait sans contrainte, avec un but simple, et surtout, sans les interférences du monde extérieur. Mais ce matin-là, la routine silencieuse fut rompue par un bruit inhabituel. Un moteur, lent, râpeux, approchant par le chemin détrempé qui menait à la ferme. Camille se redressa, tourna la tête vers la route. Étienne, qui réparait un abreuvoir, arrêta son geste. Il posa doucement son outil mais ne bougea pas tout de suite. Le bruit grandit puis un vieux véhicule apparut entre les arbres, un break sombre couvert de boue aux vitres opaques. Il se gara sans précipitation à quelques mètres de la maison. Camille, confuse, s'essuya les mains sur son pantalon, observant la scène en silence. Étienne, lui, avait déjà le visage fermé, le regard durci. Il savait qui venait. La portière claqua. Un homme en descendit, d'un âge similaire à Étienne, mais plus mince, plus nerveux dans ses gestes. Il portait une veste en cuir usé, des bottes de ville tachées, et son expression trahissait une impatience mal contenue. Il s'avança à grands pas sans saluer. « Tu ne réponds plus au téléphone maintenant. » Étienne resta immobile. Camille, restée près de la serre, sentit immédiatement que cet homme n'était pas un voisin venu par politesse. Le ton, le regard, l'attitude, tout indiquait une tension ancienne. Le visiteur continua à avancer, s'arrêtant à 1 mètre d'Étienne. « J'ai fait la route pour rien, la dernière fois. Tu savais que je passerais. » Étienne croisa les bras, le regard dur. « Je ne t'ai rien demandé. » L'homme rit un rire sec, sans joie. Il tourna les yeux vers Camille, qu'il détailla sans discrétion. « Et maintenant tu héberges des étrangères. » Camille sentit une gêne monter. Elle n'aimait ni le ton, ni le regard. Étienne s'interposa légèrement, comme pour marquer une frontière invisible. « Ce qui se passe ici ne te regarde pas. » Le silence s'installa. L'homme souffla fort, comme s'il tentait de contenir quelque chose. Puis il reprit. « Je suis venu pour parler de ce qui reste de la terre. Tu le sais très bien. » Camille comprit alors. Ce n'était pas un voisin. C'était un frère en conflit. Étienne n'avait jamais mentionné de famille, et à voir la tension entre les deux, elle comprenait pourquoi. Le visiteur s'appelait Laurent. Elle l'apprit quand il se présenta à elle d'un ton volontairement appuyé. Laurent Durand, le frère d'Étienne, celui qui s'occupe des vraies affaires. Elle répondit par un hochement de tête poli sans offrir plus. Elle n'avait aucune intention de se mêler à cette conversation, mais elle écoutait. Laurent se tourna de nouveau vers Étienne. « On ne peut pas garder cette propriété éternellement figée dans ton deuil. Il faut penser à ce qui est viable. Tu refuses de vendre, tu refuses de rénover. Qu'est-ce que tu veux faire au juste? Mourir ici à entretenir des souvenirs ?» Étienne ne bougea pas. Sa mâchoire était contractée. Sa voix, quand elle sortit, était plus grave encore. « Je fais ce que je peux, avec ce que je veux. » Laurent secoua la tête, excédé. « Tu crois que tu peux continuer comme ça indéfiniment? Même pas une signature, même pas un appel. Tu bloques tout. Tu te caches. » Il jeta un regard méprisant autour de lui, puis revint vers Camille, comme s'il cherchait à impliquer une tierce personne dans sa colère. « Tu sais ce qu'il t'a pas dit? Que cette ferme est à moitié à moi. Que je pourrais venir ici demain avec des papiers et tout reprendre. » Étienne fit un pas vers lui. « Tu n'as pas cette moitié. Tu as renoncé à elle. » Laurent eut un sourire ironique. « Rien n'est jamais aussi simple avec les papiers. Tu le sais. » Le silence revint plus pesant. Camille sentait que la conversation touchait à des plaies anciennes, à des décisions prises dans la douleur, à des ruptures que personne n'avait jamais tenté de réparer. Laurent finit par reculer d'1 pas, son regard toujours chargé de mépris. « Tu peux jouer au fermier silencieux autant que tu veux, Étienne, mais tôt ou tard, tu devras te confronter au réel. Et ce jour-là, cette fille ne pourra rien pour toi. » Il se retourna à sa voiture et s'éloigna sans un mot de plus. Une fois le moteur disparu au loin, Camille s'approcha lentement d'Étienne. Il était resté immobile, figé dans une posture de contrôle. Elle ne dit rien. Il non plus. Puis au bout de quelques minutes, il lâcha simplement. « Il a toujours voulu tout posséder, même ce qui ne lui appartient pas. » Elle ne répondit pas. Il ne s'agissait pas de prendre parti, il s'agissait de comprendre. Et ce qu'elle voyait, c'était un homme qui portait un poids plus large qu'il ne l'avait jamais avoué. Un homme qui vivait dans une propriété qu'on voulait lui arracher, une terre qu'il tentait de maintenir vivante malgré les années et les douleurs.
Un homme seul face à un frère qui n'avait jamais accepté son silence. Ce soir-là, autour de la table, ils ne parlèrent pas. Le dîner se passa dans un calme plus lourd que d'habitude. Étienne avait le regard perdu, pas fuyant, mais enfermé dans un souvenir trop présent. Camille sentit que la présence de Laurent avait réveillé quelque chose de profond, quelque chose qu'il gardait enfoui depuis trop longtemps. Et en se couchant, elle se demanda si, en acceptant de rester ici, elle n'était pas elle aussi entrée dans ce conflit sans l'avoir choisi. Une étrangère devenue témoin d'une guerre familiale larvée, une pièce nouvelle dans une vieille histoire encore inachevée. Mais elle n'était pas partie, et elle ne partirait pas encore. Les jours suivants, la ferme retrouva son silence habituel, mais celui-ci semblait désormais différent. La visite de Laurent avait laissé une empreinte, une tension discrète que Camille percevait dans les gestes d'Étienne, dans sa manière plus lente de refermer les portes, dans le poids supplémentaire qu'il mettait dans chaque mot, chaque regard. Il ne parlait plus de son frère, il ne parlait pas davantage qu'avant, mais ses silences étaient désormais habités, moins neutres, comme si chaque geste du quotidien cherchait à reconquérir une stabilité menacée. Camille, de son côté, n'avait pas changé ses habitudes. Elle se levait tôt, vérifiait l'état du potager, allait voir les bêtes, réparait les outils abîmés. Mais quelque chose avait évolué dans sa manière d'être là. Elle n'était plus simplement une invitée de passage. Étienne ne lui demandait plus d'aide. Il partageait avec elle les tâches, comme on le ferait avec un partenaire de confiance. Il n'y avait pas eu de mots pour marquer ce changement. Juste une constance nouvelle, une manière de s'organiser à deux, de se croiser dans la cuisine, d'échanger des conseils pratiques sans chercher à remplir le vide de paroles inutiles. Un matin, alors qu'elle raccommodait une vieille bâche trouée, Étienne s'approcha avec une boîte métallique contenant des boutons, des morceaux de cuir, des outils de couture rustiques. Il s'assit à côté d'elle, sans un mot, et l'aida à renforcer les coutures. Le geste, simple, sans cérémonie, mais fait à deux, fut plus éloquent qu'un long discours. Camille remarqua que ses doigts, malgré leur robustesse, étaient précis, presque délicats. Elle ne dit rien, mais un sourire discret lui échappa. Ce jour-là, après le repas de midi, ils restèrent plus longtemps dans la cuisine. La pluie avait repris et le chantier de la serre devait attendre. Étienne proposa de lui montrer comment réparer un vieil outil de jardinage. Camille accepta, curieuse. Ils passèrent l'après-midi dans la grange, à démonter, nettoyer, huiler et réassembler des pièces rouillées. Le travail les occupait, mais il rapprochait aussi leurs gestes, leurs regards, leur silence. Elle remarqua qu'il commençait à la regarder un peu plus longtemps, pas avec insistance, mais avec une forme de considération nouvelle. Ce fut ce même jour qu'il la fit rire pour la première fois. Un commentaire sur un coq particulièrement idiot qui s'obstinait à grimper sur un tonneau glissant pour chanter à contresens du vent. Camille éclata de rire, surprise par l'ironie inattendue. Étienne sourit, un sourire franc, léger, qui ne lui allait pas mal. Le rire se fit rare, mais à partir de ce moment, il revint de temps en temps, comme une respiration dans leur quotidien autrement rigoureux. Le soir, elle proposa de préparer le dîner. Étienne accepta sans réserve. Elle choisit des légumes du potager, quelques herbes sèches accrochées dans la cuisine, et improvisa un plat simple mais savoureux. Étienne mangea lentement, attentif. À la fin du repas, il déclara simplement « C'était bon, vraiment ». Elle répondit par un hochement de tête, mais ses joues rougirent légèrement. Elle n'était pas habituée à recevoir des compliments sans fioriture, sans arrière-pensée. Cela lui fit du bien, sans qu'elle sache exactement pourquoi. Les jours suivants, ils continuèrent à vivre à ce rythme discret, entre les soins aux animaux, l'avancée lente de la remise en état de la serre et les repas partagés. Parfois, Camille rangeait des pièces oubliées de la maison et elle découvrait, sans y toucher, des objets qui racontaient une histoire que personne ne racontait à haute voix. Une écharpe oubliée dans un tiroir, un livre marqué d'un brin de lavande séchée, un tiroir rempli de lettres jamais ouvertes. Elle comprenait que ces souvenirs ne lui appartenaient pas, mais elle comprenait aussi qu'en étant là, en occupant les lieux sans bruit, elle rendait possible leur persistance sans douleur. Un soir, Étienne lui proposa de lui apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles qui poussaient autour de la propriété. Ils partirent à pied, longeant les haies, traversant les bois alentours. Ils nommaient chaque feuille, chaque tige, avec une précision tranquille. Camille notait mentalement, posait parfois une question. La promenade dura plus longtemps que prévu. Quand ils revinrent,
La lumière déclinait. Il lui tendit un brin de menthe sauvage, qu'elle garda dans sa poche sans rien dire. Dans cette simplicité, quelque chose fleurissait. Pas un amour impétueux, pas une romance brûlante, juste une attention nouvelle, un respect profond, une entente silencieuse. Étienne, derrière son regard fatigué, commençait à voir Camille non pas comme une présence passagère, mais comme un repère possible dans un quotidien qu'il croyait condamné à l'immobilité. Et Camille, de son côté, se surprenait à penser à lui en dehors du cadre du travail, à vouloir lui raconter des choses, à espérer entendre ce qu'il avait à dire, même s'il ne disait presque rien. Un soir de vent plus fort, alors que le feu crépitait dans la cheminée, Camille raconta un souvenir d'enfance. Une journée d'été dans une ferme voisine, les cris des enfants dans les champs, l'odeur du lait chaud dans la cuisine. Étienne l'écouta sans l'interrompre. À la fin, il dit seulement « Tu avais l'air heureuse ». Elle acquiesça. C'était avant que tout change. Il ne demanda pas ce qui avait changé. Elle ne précisa pas. Mais le silence qui suivit n'était pas un mur. C'était un abri. Quand elle monta se coucher ce soir-là, elle s'arrêta un moment au bas de l'escalier. Étienne était resté assis, son regard perdu dans les flammes. Elle le regarda un instant. Puis, sans bruit, elle monta. Dans sa chambre, elle ouvrit la fenêtre, laissa entrer l'air frais. Le vent portait des bruits de feuilles, de branches, de silence vivant. Et dans ce souffle discret, elle comprit que quelque chose s'était mis à pousser entre eux, lentement, solidement, sans rien demander de plus que le temps et la patience. Une semaine complète s'était écoulée depuis la venue de Laurent. Depuis, aucune nouvelle n'était arrivée, ni appel, ni lettre, ni retour impromptu. Étienne n'en avait plus parlé, comme s'il avait effacé cet épisode de sa mémoire immédiate. Mais Camille, attentive aux moindres détails, savait que ce silence n'était pas synonyme d'oubli. Il existait une tension souterraine, un repli discret dans la manière qu'il avait de s'absenter plus longtemps dans les champs, de repousser les discussions, même techniques, sur l'avenir de la serre ou des cultures à venir. Camille, de son côté, poursuivait ses tâches avec une rigueur apprise, sans jamais empiéter sur l'espace d'Étienne, mais en marquant peu à peu le sien. La maison elle-même, qui autrefois semblait n'être qu'un abri, devenait un lieu familier. Chaque pièce dévoilait lentement ses secrets, non pas par magie, mais par l'évidence du quotidien. Un meuble déplacé pour faire la poussière, un tiroir ouvert par nécessité, un objet retrouvé par hasard. Elle ne fouillait pas. Elle nettoyait, elle rangeait, elle réorganisait avec précaution, avec respect. Mais parfois, l'histoire lui sautait aux yeux. Ce fut le cas un après-midi, alors qu'elle décida de monter au grenier pour y chercher une caisse que le bois humide avait rendue inutilisable dans la remise. Le grenier n'avait rien d'extraordinaire. Poutres apparentes, caisses empilées, outils anciens, couvertures roulées et cartons déformés. L'endroit sentait la poussière ancienne, le bois sec et l'oubli. Elle y monta seule, poussée par la simple envie de rendre utile cet espace négligé. En déplaçant une pile de vieilles nappes, elle aperçut une petite boîte métallique coincée entre deux planches. Rien d'inscrit dessus. Le couvercle rouillé céda sous la pression de ses doigts. À l'intérieur, une poignée d'objets sans valeur, un mouchoir brodé, un bouton en nacre, une clé rouillée et une enveloppe repliée. Son papier jauni indiquait qu'elle était ancienne. Elle n'était pas scellée. Elle l'ouvrit avec précaution. La lettre était écrite à l'encre bleue, d'une main féminine soignée. Le premier mot lui serra la gorge. « Étienne, mon amour ». La lettre était signée du prénom Claire. Camille n'avait jamais entendu ce nom dans la bouche d'Étienne, mais elle n'avait aucun doute. Il s'agissait de la femme du piano, de la femme sur la photo. À mesure qu'elle lisait, le silence du grenier s'épaississait. Les phrases trahissaient une tristesse contenue, des regrets, mais aussi une volonté de clarté. Claire y parlait de choix douloureux, d'un voyage prévu qu'elle n'avait pas annoncé, de décisions prises dans la solitude. Elle évoquait son amour pour Étienne, mais aussi une blessure non cicatrisée, un besoin de distance, un départ reporté plusieurs fois. Les derniers mots étaient les plus marquants. « Je voulais t'épargner ma vérité, mais je sais que le silence blesse plus que les aveux. J'espère que tu pourras un jour me pardonner de ne pas être resté. » Camille resta longtemps immobile après avoir fini la lecture. Elle ne savait pas exactement ce que signifiaient ces mots, ce qu'il s'était passé entre eux, ce qu'elle avait fui ou ce qu'il avait refusé d'entendre,
Mais elle comprit que cette lettre n'avait jamais été lue. Elle n'était pas abîmée, n'avait pas été ouverte ni déchirée. Elle avait été écrite, peut-être laissée en évidence, mais jamais reçue. Étienne l'avait cachée, volontairement ou non, dans un coin que personne ne visitait. Elle remit la lettre dans l'enveloppe, la rangea dans la boîte et descendit. Elle hésita à en parler. Elle hésita tout court. La journée reprit, comme si de rien n'était. Étienne rentra avec un panier de légumes. Ils partagèrent le dîner. Aucun mot sur le passé. Mais Camille, à présent, regardait cet homme avec un autre regard, un regard plus précis, plus profond. Il portait une douleur ancienne, toujours vivante, qu'il n'avait jamais pu formuler. Le lendemain, elle retourna au grenier. Elle rouvrit la boîte, relut la lettre. Puis elle prit une décision. Elle la descendit, la posa sur la table de la cuisine, juste après le repas du soir. Étienne avait déjà commencé à ranger les assiettes. Elle attendit qu'il ait terminé, puis dit simplement « Je suis tombé là-dessus en rangeant le grenier ». Il se retourna à la vie. Elle lui tendit l'enveloppe. Il la reconnut immédiatement. Ses mains se figèrent. Il ne prit pas la lettre tout de suite. Il la fixa longuement, comme si elle était un objet dangereux. « Tu l'as lue » Camille ne mentit pas. « Oui. » Un long silence suivit. Il s'assit lentement. Ses épaules s'affaissèrent. Il ne dit rien pendant plusieurs minutes. Puis, d'une voix rauque, il murmura « Je l'ai trouvée après sa mort. Elle l'avait laissée sur le piano. Je l'ai prise. Je ne voulais pas savoir. » Camille attendit. Il reprit « Je croyais que c'était une lettre d'adieu. Je ne voulais pas la lire. J'ai pensé que si je l'ignorais, tout ce qu'elle contenait n'existerait pas. » Elle hocha doucement la tête. Ce n'est qu'une lettre, mais elle disait qu'elle t'aimait, qu'elle était perdue, pas qu'elle voulait abandonner. Étienne se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta près de la cheminée. Il fixait le feu sans le voir. Elle est morte 2 jours après. Un accident bête, une chute sur la route en rentrant de chez sa sœur. J'ai pensé qu'elle s'était enfuie, que c'était sa façon de me quitter. Camille sentit le poids de ces mots, le malentendu, la culpabilité, le silence, tout ce qu'un homme peut porter seul, pendant des années, par choix ou par incapacité. « Le cheval dans la grange », dit-elle alors. « C'était le sien, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. Elle l'aimait plus que tout. Je ne pouvais pas m'en séparer, mais je ne pouvais pas le regarder non plus. Alors, je l'ai gardé là, seul, comme moi. Il se tourna enfin vers Camille. Ses yeux, rougis, brillaient dans la lumière faible. Il ne pleurait pas, mais ses traits portèrent la douleur de quelqu'un qui avait enfin vu ce qu'il refusait de voir depuis trop longtemps. « Tu n'aurais pas dû trouver cette lettre. » Elle répondit doucement. « Peut-être, mais tu devais la lire. » Ils restèrent là, face à face, sans un mot de plus. Puis il s'assit de nouveau, prit la lettre, la relut lentement, sans parler. Camille quitta la pièce. Ce soir-là, elle ne dormit pas tout de suite. Elle resta assise dans sa chambre à écouter le silence de la maison. Il n'était plus aussi lourd. Il n'était pas encore apaisé. Mais il avait changé. Le passé, enfin, avait trouvé sa voie. Depuis la lecture de la lettre, un autre silence s'était installé dans la maison, différent de celui qui l'avait précédé. Ce n'était plus l'absence de mots par habitude, mais une suspension volontaire, un espace laissé pour que les choses se déposent, pour que les émotions prennent leur place sans être brusquées. Étienne ne reparla pas de la lettre durant les jours suivants. Il ne fit aucune allusion au passé, ni à Claire, ni au cheval dans la grange. Mais Camille voyait clairement que quelque chose avait bougé en lui. Il marchait plus lentement, s'arrêtait plus souvent près du piano, passait parfois plusieurs minutes dans la grange, seul. Il ne fermait plus la porte à clé. Camille, elle, continua à prendre soin des tâches habituelles, mais avec une forme de retenue nouvelle. Elle respectait ce moment de transition. Elle savait que rien ne pouvait être précipité. Elle n'attendait pas une transformation spectaculaire. Elle attendait simplement que le poids de l'aveu, maintenant connu, puisse être regardé à deux sans jugement. Un matin, alors qu'elle étendait du linge dans le jardin, Étienne s'approcha. Il tenait une pelle, et ses mains portaient les traces fraîches de terre humide. « Je vais nettoyer le box. Si tu veux m'aider, c'est le moment. » Elle acquiesça sans rien dire. Il n'avait pas dit « le cheval » ni précisé quoi que ce soit, mais elle comprit immédiatement. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la grange. L'odeur était plus forte à l'intérieur, mélange d'humidité, de paille ancienne et de sueur animale. Étienne ouvrit la porte du box sans hésitation.
À l'intérieur, dans la pénombre, un grand cheval bai se tenait debout, un peu maigre mais vif, les oreilles dressées. Il n'était pas blessé comme elle l'avait pensé, mais il portait une raideur visible dans la patte arrière droite. Étienne entra, approcha lentement, posa la main sur son encolure. Le cheval souffla doucement, reconnaissant la présence familière. Il s'appelle Ardent. Claire l'a eu quand il était poulain. Elle le montait presque chaque matin. Camille resta à l'entrée, observant la scène. Étienne commença à dégager la litière sale, remplaça la paille, nettoya les abreuvoirs. Elle l'aida sans un mot. Ce n'est qu'après plusieurs minutes de travail que le silence fut rompu. Je ne l'ai jamais montré à personne, pas même à mon frère. Elle s'agenouilla pour réajuster la barrière en bois. « Tu pensais qu'on ne comprendrait pas ?» Étienne secoua lentement la tête. « Non, je ne voulais pas que ce soit compris. Je voulais que ça reste comme c'était, que personne ne touche à ce qu'il me restait d'elle. » Il s'arrêta, posa les mains sur ses genoux, regarda le cheval. « Quand elle est morte, je me suis enfermé dans cette idée qu'elle partait avec tout. Je n'ai pas su faire le tri entre la douleur et la culpabilité. Alors j'ai gardé ce cheval comme une pénitence. Chaque jour le nourrir sans le voir, l'écouter sans le toucher. » Camille approcha, posa une main sur l'épaule d'Étienne. Il ne recula pas. « Tu as porté ça seul trop longtemps. » Il hocha la tête sans répondre. Puis il ajouta d'une voix plus basse. « Je l'aimais, tu sais. Pas seulement parce qu'elle était belle ou douce, mais parce qu'elle voyait en moi quelque chose que moi, je ne voyais pas. » Camille s'assit à ses côtés sur la botte de foin. « Et tu vois ça maintenant ?» Il sourit tristement. « Je commence à peine. » Ils restèrent là encore un moment, en silence, à observer le cheval qui s'alimentait calmement. Étienne n'avait pas pleuré. Il n'avait pas crié. Mais dans sa manière de parler, dans ses gestes, Camille percevait une douleur ancienne qui avait cessé d'être un gouffre pour devenir une cicatrice ouverte, visible, mais assumée. Les jours suivants furent marqués par une lente évolution. Étienne recommença à parler un peu plus, à proposer, à partager ses idées. Il montra à Camille un ancien carnet de notes sur les semis qu'il avait jadis voulu expérimenter, lui demanda son avis sur une partie du potager qu'elle gérait seule jusque-là. Il ne s'agissait pas encore d'un renouveau, mais d'une reprise, d'un retour à une forme d'élan qu'il avait longtemps refusé de ressentir. Un soir, alors qu'il dînait d'un potage qu'elle avait préparé avec des herbes du jardin, il posa sa cuillère, la regarda plus longuement que d'habitude. « Je suis désolé de t'avoir mêlé à tout ça. » Elle secoua la tête. « Tu ne m'as rien imposé. J'ai choisi de rester. » Il hocha doucement la tête, visiblement soulagé. Puis il ajouta « Je ne sais pas encore ce que je veux faire avec tout ça, mais je sais que je ne veux plus me cacher derrière des portes fermées. » Camille sentit que cette phrase n'était pas anodine. Elle signifiait qu'il ne la renverrait pas à la première accalmie, qu'il reconnaissait sa présence comme quelque chose de légitime. Le lendemain, elle l'aida à sortir Ardent dans le pré pour la première fois depuis longtemps. Le cheval, un peu hésitant, retrouva vite ses repères. Il trottait lentement d'abord, puis avec plus d'assurance. Étienne observait la scène avec un mélange de crainte et de soulagement. Camille le regardait aussi en silence. Quand ils revinrent vers la maison, Étienne s'arrêta sur le pas de la porte. « Tu penses qu'on peut vraiment guérir ?» Elle réfléchit un instant avant de répondre. « Je pense qu'on peut apprendre à vivre avec ce qui reste. » Il acquiesça, puis il entra sans rien ajouter. Ce soir-là, Camille resta plus longtemps près du feu. Étienne monta se coucher plus tôt. Elle resta seule dans le salon, écoutant le bois craquer. Le vent soufflait doucement contre les vitres. Elle pensa à la lettre, à Ardent, à la pièce avec le piano. Elle pensa à cette maison, qui portait encore les cicatrices d'un passé douloureux, mais qui, lentement, apprenait à accueillir le présent. Elle n'était pas là pour réparer Étienne, elle ne voulait pas le changer. Mais elle comprenait maintenant qu'elle avait permis une chose essentielle, briser le silence sans violence. Offrir une présence sans pression. Et parfois, c'était suffisant. Les blessures ne guérissent pas toujours. Certaines restent profondes, sensibles, mais elles n'empêchent pas de continuer. Elles deviennent une part du chemin, non plus un obstacle, mais une vérité assumée. Et dans cette maison, désormais, les portes s'ouvraient un peu plus chaque jour. Le ciel s'était dégagé pendant quelques jours, apportant une lumière pâle mais constante, ce qui permit à Camille et Étienne d'accélérer les travaux sur la serre. La structure, autrefois rouillée et branlante, tenait maintenant debout, nettoyée, consolidée, presque prête à recevoir les premières plantations. Le sol avait été retourné,
enrichi d'un compost que Camille avait méthodiquement préparé avec les déchets organiques des dernières semaines. Étienne lui avait laissé de plus en plus de place pour prendre des décisions, n'intervenant que pour ajuster ou améliorer les idées qu'elle proposait. Leur collaboration silencieuse avait trouvé son rythme. Mais alors que la terre retrouvait sa fonction et que la maison reprenait son souffle, l'extérieur revint frapper à la porte. Un matin, alors que Camille nettoyait les outils dans la cour, elle vit la même voiture sombre s'engager lentement sur le chemin de terre, soulevant une poussière fine. Son cœur se serra légèrement. Elle n'avait pas besoin de voir le conducteur pour savoir de qui il s'agissait. Laurent descendit de voiture avec une assurance calculée, vêtu d'un manteau plus neuf que lors de sa précédente visite, tenant une sacoche de cuir à la main. Il marcha droit vers la maison sans s'arrêter. Étienne, alerté par le bruit du moteur, sortit immédiatement. Leurs regards se croisèrent. Aucun mot ne fut échangé durant les premières secondes. Laurent fut le premier à parler. « J'ai apporté les documents. Il est temps de régulariser la situation. » Étienne ne bougea pas. Camille, restée à distance, préféra ne pas intervenir, bien qu'elle perçût la tension grimper immédiatement. « De quelle situation parles-tu exactement ?» demanda Étienne d'une voix égale. Laurent ouvrit sa sacoche, en sortit un dossier épais qu'il tendit à son frère. « Les parcelles du Nord, celles où tu as recommencé à bricoler ta serre. Elles ne sont pas exclusivement à ton nom, tu le sais. Tu fais comme si elles t'appartenaient, mais légalement elles sont toujours partagées. » Étienne jeta un œil au dossier puis le referma lentement. Il n'avait pas l'air surpris. « Tu veux les vendre ?» Laurent acquiesça. « J'ai trouvé un acheteur. Un promoteur intéressé par les terrains plats en bordure de la départementale. Ce serait une somme correcte. Et tu pourrais conserver la partie principale de la ferme, mais pas celle-là. » Camille sentit immédiatement le danger. Ce terrain, bien que modeste, était celui où elle et Étienne avaient travaillé depuis des semaines. La serre, les premiers semis, les projets, tout se trouvait sur cette parcelle. Ce terrain, c'était celui de Claire, dit Étienne après un silence. Laurent haussa les épaules. Il n'y a aucune trace de cela dans les papiers. Pas officiellement. Étienne s'approcha d'un pas. Tu sais aussi bien que moi qu'elle avait entamé les démarches pour qu'il lui soit cédé. Elle m'en avait parlé. Mais rien n'a été signé, répondit Laurent sèchement. Et maintenant, j'ai besoin de faire valoir mes droits. Tu peux rester ici autant que tu veux, jouer au veuf inconsolable si ça t'aide à dormir, mais tu ne peux pas m'empêcher d'agir. Pas cette fois. Le mot toucha sa cible. Étienne resta figé. Camille s'approcha, posant instinctivement une main sur le bras d'Étienne. Laurent la remarqua et eut un sourire ironique. « Et toi, qu'est-ce que tu fais là exactement? Tu crois que cette ferme te transformera en propriétaire par adoption? Ce n'est pas ton histoire, tu sais. » Elle soutint son regard sans faillir. « Ce n'est peut-être pas mon histoire, mais je vis ici, je travaille ici. Et ce terrain, on y a mis de l'énergie, du temps, des projets. Tu parles de chiffres, nous parlons de vie. » Laurent serra les dents, puis recula d'un pas. « Tu veux faire ça devant un juge? Très bien. Tu recevras une convocation. » Il remonta dans sa voiture sans un mot de plus. Le moteur rugit, puis le véhicule disparut au bout du chemin. Le silence retomba aussitôt, aussi lourd qu'avant. Étienne tourna lentement la tête vers Camille. « Il va aller jusqu'au bout. »« Alors nous aussi, » répondit-elle calmement. Ce soir-là, ils parlèrent longtemps. Étienne ressortit d'anciens dossiers, des papiers qu'il n'avait pas ouverts depuis des années. Ensemble, ils examinèrent les documents cadastraux, les correspondances, les archives notariales. Camille proposa d'aller consulter les registres à la mairie, voir s'il existait une trace des démarches entamées par Claire. Étienne accepta. Il ne parlait pas de victoire. Il ne parlait pas de revanche. Il voulait seulement empêcher qu'on efface encore une fois ce qui avait compté. Les jours suivants furent occupés par des recherches, des démarches, des appels. Camille découvrit qu'elle n'était pas seulement utile pour ses mains ou sa présence discrète, mais pour son esprit méthodique, sa capacité à organiser, à comprendre les subtilités administratives. Étienne, bien que réticent au départ, apprécia de plus en plus son aide. Ils devinrent une équipe, un front uni face à un adversaire commun. Un matin, à la mairie, Camille trouva un indice, une déclaration partielle de Claire, quelques semaines avant sa mort, concernant la transmission du terrain nord. Le dossier n'avait jamais été complété, mais il portait sa signature, ainsi qu'une mention manuscrite, destinée à rester telle quelle, projet de culture douce. Ces quelques mots, elle les copia, les ajouta au dossier.
Étienne, en les lisant, ferma les yeux un instant. Elle voulait que ça reste intact. « Car c'est ce que nous allons défendre », répondit Camille. La convocation au tribunal arriva quelques jours plus tard. L'audience aurait lieu dans un mois. Entre-temps, Étienne reçut une proposition de rachat officielle, une somme importante, alléchante. Il ne l'ouvrit même pas. Il la posa sur le coin de la cheminée et n'en parla plus. La serre, elle, continuait de prendre forme. Les premières semences furent mises en terre. Camille, le soir, notait chaque avancement dans un carnet. Elle ne savait pas encore ce que deviendrait ce terrain, mais elle refusait de se comporter comme si la défaite était certaine. Et Étienne, pour la première fois depuis des années, se levait chaque matin avec un objectif clair, ne pas laisser quiconque décider à sa place de ce qui devait survivre. Parce que cette terre n'était pas seulement un morceau de terrain, elle était le dernier vestige d'une promesse, d'un amour, d'un projet suspendu que, désormais, il reprenait à deux. L'audience se tint dans une petite salle du tribunal du département, ancienne, aux murs beige légèrement fissurés et à l'air froid. Camille Moreau et Étienne Durand entrèrent côte à côte. Le dossier de Laurent Durand reposait sur une table devant 3 juges en robe noire, impassibles. Les bancs du public étaient peu occupés, quelques visages curieux ou solidaires. Camille sentait son cœur battre plus fort que d'habitude. Elle pensait à chaque mot, chaque document qu'elle avait contribué à rechercher. Elle savait qu'il ne pouvait plus reculer. Elle jeta un regard vers Étienne. Il paraissait tendu, conscient de ce moment clé. L'audience débuta par la présentation du dossier de Laurent. Son avocat exposa que les terrains en litige avaient été laissés en indivision depuis toujours, qu'Étienne n'avait pas agi pour les délimiter, et que Laurent avait proposé une transaction conforme aux intérêts de tous. Il parla de rentabilité, d'opportunité, de valeur foncière. Il mentionna la serre, la ferme, mais pour défendre l'idée que la parcelle plus éloignée devait revenir à Laurent afin d'équilibrer l'investissement. Le ton était ferme, sans agressivité apparente mais déterminée. Camille notait mentalement les références légales, les articles de code, les actes de transmission. Quand l'avocat eut terminé, ce fut au tour de l'avocat d'Étienne et de Camille. Il rendit hommage au passif de Claire, à son vœu exprimé dans la déclaration partielle, destiné à rester tel quel, projet de culture douce. Il rappela que même si l'acte n'avait pas été formalisé, la signature de Claire constituait une intention légitime et non contestée. Il décrivit le projet de serre que Camille et Étienne avaient lancé comme la continuité d'un désir non réalisé, non comme un simple avantage de fait, mais comme une œuvre en cours. Il fit référence à des témoignages de voisins qui avaient vu Claire parler de ce projet, à des lettres, à l'attachement d'Étienne à la terre et à l'animal ardent. Un murmure parcourut la salle. Puis vinrent les questions des juges. L'un d'eux demanda à Étienne « Comment justifiez-vous votre maintien sur cette parcelle précise ?» Étienne, avec une voix un peu tremblante mais ferme, répondit « Cette terre appartenait à mon épouse. Elle l'a préparée, voulue. Je n'ai pas poursuivi la vente car je tenais à respecter ce qu'elle avait amorcé. » Le juge hocha la tête, sans montrer d'émotion. Camille ressentit combien ce cœur ouvert prenait du courage à l'instant. Les juges examinèrent les documents, posèrent des questions techniques sur les droits de succession, l'indivision, les usages agricoles. L'avocat de Laurent objecta que l'absence d'acte formel invalidait l'intention et qu'il était injuste de bloquer une transaction légale. Le silence s'installa dans la salle. Tout se jouait. Camille regarda la serre par la fenêtre, visible depuis la salle de jugement, une structure simple mais active, des plans verts déjà vieux de quelques semaines. Après une longue pause, le président annonça « Nous rendrons notre décision par écrit ». L'usage imposait quelques jours d'attente. Quand ils sortirent, Camille vit Étienne exsangue mais soulagé. Ils retournèrent à la ferme sans mots, mais l'atmosphère était différente. Ils savaient qu'ils avaient livré un combat. Le ciel avait repris ses nuances de gris, mais pour la première fois depuis longtemps, une lumière se posa sur la maison. Les jours d'attente furent difficiles. Camille continuait son travail, mais avec l'esprit légèrement ailleurs. Elle savait qu'ils avaient des chances, mais aussi que tout pouvait basculer. Elle ne parlait pas du futur, mais elle pensait à ce qui deviendrait d'ici quelques semaines. Elle et Étienne refaisèrent les gestes de la ferme, comme s'ils vérifiaient que tout était encore là, que rien ne s'effondrerait avant le verdict. Puis, le jour arriva. Une lettre recommandée. Étienne l'ouvrit lentement. Camille à ses côtés. Il lut.
Ses épaules se détendirent. Il reposa le papier sur la table. Un sourire léger s'esquissa sur ses lèvres. Il posa la main sur celle de Camille. C'est gagné. Il n'ajouta rien. Il n'avait pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le vent passa à travers la fenêtre ouverte. Ils restèrent ensemble dans le silence. La décision officielle confirma que la parcelle devait rester affectée au projet entamé par Claire et poursuivi par eux. L'indivision ne justifiait pas la vente sans l'accord explicite de ceux qui avaient investi et qui justifiait d'un usage réel et conforme à l'intention initiale. Le juge reconnut le rôle de Camille, la réalité du travail accompli et la valeur du projet social et agricole. Laurent avait toute liberté de vendre son propre lot, mais pas celui sur lequel s'appuyait ce projet commun. Les papiers furent signés, les actes modifiés. La terre resta. Camille et Étienne respirèrent. Le soir même, ils menèrent un petit dîner dans la cuisine de la ferme. Simple mais préparé ensemble. Il ne fut pas précédé d'un toast ou d'une célébration tapageuse. Il fut juste un moment partagé après une épreuve menée à deux. Camille observa Étienne. Il était apaisé. Il avait les traits plus détendus. Le cheval ardent trottait dans l'écurie avec assurance. Le piano dans la pièce du salon avait été déplacé près de la fenêtre. Les rayons du couchant glissaient sur la poussière que Camille avait nettoyée quelques jours auparavant. Elle posa une main sur la table de bois. « Tu as fait beaucoup pour arriver jusqu'ici. » Il répondit simplement « Nous avons fait beaucoup. » Et son regard glissa vers elle, avec reconnaissance. Ils montèrent ensemble se coucher. Avant de dormir, elle se leva, ouvrit la fenêtre. Le vent frais de la nuit entra. Elle pensa à cette terre, à cette maison, au mois passé. Elle pensa aussi à ce que demain pourrait être, car gagner un procès n'était pas la fin. C'était la base, une fondation. Elle se tourna vers Étienne. Il était déjà au lit, les yeux perdus dans les ombres du plafond. Elle sourit doucement, ferma les yeux. Le calme régna dans la maison ce soir-là. Pas de fête, pas de grandes déclarations. Juste deux personnes, côte à côte, qui savaient que l'un était là pour l'autre et que leur projet pouvait continuer. Le printemps s'annonçait sans fracas, mais avec une présence incontestable. Des bourgeons apparaissaient sur les haies, les herbes repoussaient entre les pierres de la cour et un chant d'oiseaux plus insistant réveillait Camille chaque matin. Depuis le jugement, la vie à la ferme avait trouvé un nouveau souffle. La menace de la perte s'était dissipée et dans ce vide laissé par l'inquiétude, un espace s'était ouvert pour autre chose. Le travail concentré, l'expansion, l'idée d'un avenir concret. La serre, désormais entièrement rénovée, était devenue le cœur battant de ce renouveau. Camille y passait de longues heures chaque jour. Elle y plantait des légumes rares, expérimentait des associations de culture, tenait un carnet de suivi rigoureux. Étienne, bien que toujours réservé, s'impliquait avec méthode. Et surtout, il lui laissait de la place. Il ne supervisait pas. Il collaborait. Il demandait conseil. Ils avaient transformé la serre en un espace de culture polyvalent. Tomates anciennes, herbes fines, salades colorées, courges et une série de fleurs comestibles que Camille avait voulu tester. Elle avait grandi en apprenant à respecter les cycles, à observer le moindre détail dans la croissance d'un plant. Et cette connaissance, transmise par les gestes plus que par les livres, lui revenait avec une fluidité naturelle. Étienne, lui, redécouvrait une curiosité qu'il croyait perdue. Il se surprenait à noter les différences de terre, à parler de calendrier de semis, à envisager même l'ajout d'un système d'irrigation plus moderne. Ils avaient aussi aménagé un petit espace de vente dans un abri de bois rénové, à l'entrée de la propriété. Camille avait peint une enseigne simple, les Jardins de Claire. Ce nom, proposé par Étienne, avait été accepté sans discussion. Il ne s'agissait pas de nostalgie ni d'un hommage pesant. C'était une manière de lier le passé à ce présent actif, vivant, sans que l'un écrase l'autre. Chaque samedi matin, Camille préparait les paniers destinés au marché des villages alentours. Elle y allait seule au début, puis avec Étienne qui se contentait de l'aider à l'installation. Les premiers clients furent prudents, mais séduits par la qualité des produits, par leur fraîcheur, par la singularité des assortiments. En quelques semaines, ils avaient trouvé une clientèle fidèle. Une femme du village leur proposa même de livrer dans un café local. Un restaurateur demanda un contrat pour des herbes fraîches. Les commandes commencèrent à s'accumuler. Camille gérait cela avec calme, notant chaque demande, organisant les récoltes. Étienne s'occupait de la logistique, des livraisons, de l'entretien plus lourd,
La maison, elle aussi, s'était transformée, sans grands travaux, sans changement brutal. Mais chaque pièce respirait une vie plus active. Camille y avait apporté des plantes en pot, des rideaux clairs, quelques objets de sa propre histoire. Étienne avait rouvert 2 pièces fermées depuis des années, rangé des objets, trié de vieux papiers. Le piano avait été accordé par un artisan du bourg. Camille n'en jouait pas, Étienne non plus. Mais il était là, propre, présent, comme une respiration lente et paisible. Les repas étaient plus variés. Il mangeait souvent ce qu'il produisait. Camille inventait des recettes. Étienne faisait des conserves. Parfois, le soir, il s'asseyait sur les marches devant la maison, observait le coucher du soleil derrière les collines. Il ne parlait pas toujours, mais les silences, désormais, ne pesaient plus. Un jour, Camille proposa d'accueillir 2 poules supplémentaires et un couple de lapins. Étienne haussa les épaules mais acquiesça. Ils construisirent ensemble un petit enclos. Elle voulait expérimenter un écosystème plus complet, combiner élevage léger et culture. Étienne prit plaisir à bricoler les abris, à optimiser les espaces. Ils riaient plus souvent. Ils se cherchèrent du regard parfois, sans se dire ce qu'ils pensaient. Mais le lien était là, solide, enraciné dans le travail commun, dans les jours passés côte à côte. Un matin, en rangeant de vieux pots dans l'atelier, Camille tomba sur un carnet appartenant à Claire. Il ne s'agissait pas d'un journal intime, mais d'un cahier de recettes de jardin. Des mélanges de terre, des traitements naturels contre les parasites, des idées de culture en rotation. Elle le lut avec soin, assise sur le seuil de la remise. Étienne la rejoignit plus tard. Il reconnut le carnet. Il ne dit rien, mais son regard se posa longuement sur les pages. Elle lui tendit. Il tourna les feuillets, s'arrêta sur une note en marge. Étienne dit que c'est trop ambitieux, mais je sais qu'on peut y arriver. Il referma doucement le carnet. Camille ne posa pas de questions. Ils retournèrent travailler dans la serre. Ce carnet fut placé sur une étagère, à portée de main. Il servait désormais à compléter les observations de Camille, à croiser les savoirs anciens avec ceux qu'elle affinait. L'écriture de Claire s'entrelçait ainsi, discrètement, à la nouvelle écriture que Camille traçait jour après jour. Le mois passa vite. À la fin d'un marché particulièrement réussi, Camille et Étienne rentrèrent plus tard que d'habitude. La lumière tombait vite. En arrivant à la ferme, Camille s'arrêta un instant devant la serre éclairée de l'intérieur par une lampe restée allumée. Elle observa les rangées bien ordonnées, les feuilles vibrantes, l'odeur de terre chaude. Elle sentit une fierté calme, sans euphorie. Elle regarda Étienne. Il la fixait lui aussi. Ils ne dirent rien. Mais ce qu'ils voyaient n'était plus seulement un projet, c'était devenu leur quotidien, leur œuvre. Ce soir-là, autour du dîner, Camille évoqua l'idée d'ajouter un espace de compostage plus grand. Étienne proposa une extension du poulailler. Les idées circulaient naturellement, sans hésitation. Chacun écoutait l'autre, complétait, proposait. Ils ne cherchaient plus à se protéger. Ils bâtissaient, ensemble. Et dans cette construction lente, patiente, chaque geste, chaque mot, chaque légume récolté témoignait d'une évidence tranquille. La terre avait repris vie, eux aussi. Ce matin-là, l'air était lourd. Les nuages, d'un gris uniforme, couvraient entièrement le ciel d'Auvergne. Camille les observa depuis la fenêtre de la cuisine, une tasse de café entre les mains, tandis que le vent agitait doucement les arbres en lisière. Cela faisait plusieurs semaines qu'il n'avait pas plu, et les plantes dans la serre montraient déjà quelques signes de fatigue. Étienne entra sans bruit, posa son manteau sur le dossier de la chaise. Il jeta un coup d'œil au ciel puis à Camille. « Elle va revenir », dit-il simplement. Elle comprit qu'il parlait de la pluie. Pas d'autre chose, pas du passé, pas d'un symbole, juste du ciel. Elle hocha la tête. La matinée fut consacrée à des tâches mineures, nettoyage des bacs de culture, tri des semences pour la saison suivante, entretien des outils. La routine n'avait plus rien de monotone. Chaque geste, désormais, s'inscrivait dans une continuité, dans un projet qu'ils avaient bâti ensemble. Rien n'était spectaculaire, mais tout avait un sens. Le petit marché local du samedi commençait à porter ses fruits. Le café du village voisin avait intégré leurs herbes fraîches dans ses plats. Et certains habitants venaient même chercher directement à la ferme leur panier hebdomadaire. Camille tenait un registre des clients. Étienne construisait une nouvelle étagère de séchage. La ferme vivante était devenue un lieu actif.
Mais en fin d'après-midi, le vent tourna. Les premières gouttes tombèrent sans violence, juste assez pour faire claquer les feuilles contre les vitres. Camille s'approcha de la porte, l'ouvrit. L'odeur de la terre humide remonta aussitôt, familière, dense, presque rassurante. Elle resta là quelques instants, observant l'eau s'accumuler dans les creux du chemin, s'étendre sous les broussailles, s'infiltrer dans les interstices de pierre. Derrière elle, Étienne arriva à son tour. Il ne dit rien. Il regarda simplement. Et dans ce silence qu'il partageait depuis si longtemps, il y avait cette fois quelque chose de différent. « C'était un jour comme ça », dit Camille doucement, « quand je suis arrivé ici. » Étienne acquiesça lentement. « Je me souviens, tu étais trempé, les cheveux en bataille. » Elle sourit. « Et toi, tu ne parlais presque pas. » Il détourna le regard, une esquisse de sourire aux lèvres. Le bruit de la pluie était plus fort maintenant. Ils restèrent là, abrités sous le porche. Aucune urgence. Le travail attendrait le lendemain. Le sol avait besoin d'eau. Eux pouvaient attendre. Après un moment, Étienne disparut dans la maison. Camille s'apprêtait à le suivre quand il revint. Dans sa main, une petite clé en métal, accrochée à un porte-clés en cuir usé, il la lui tendit sans cérémonie. « C'est celle de la maison. » Elle la prit, surprise, mais silencieuse. Il continua, les yeux fixés sur le sol mouillé. « Tu peux venir quand tu veux. Tu peux partir aussi, rien ne t'oblige. Mais je préférerais que tu restes. » Camille ne répondit pas tout de suite. Elle serra la clé dans sa main. Puis, elle leva les yeux vers lui. Il ne la regardait pas, mais elle savait qu'il attendait. Elle ne dit ni oui, ni non. Elle s'approcha simplement, se plaça à ses côtés, reprenant sa place naturelle. Le soir, ils préparèrent le dîner ensemble, comme toujours. Les gestes étaient les mêmes. Laver, couper, cuire, servir. Mais le silence était plus dense, non de gêne, mais de plénitude. Étienne posa la table, Camille versa l'eau. Ils mangèrent lentement, comme pour prolonger l'instant. Après le repas, ils restèrent assis un long moment, écoutant la pluie qui tombait doucement contre les vitres. Elle se leva la première. Elle rangea les assiettes, passa un chiffon sur la table. Étienne observait sans intervenir. Puis, quand elle termina, elle vint s'asseoir près de la cheminée. Il la rejoignit. Aucune parole n'était nécessaire. Le feu crépitait doucement. Les flammes dansaient lentement. Le bois sentait le châtaignier. Plus tard, quand elle monta dans sa chambre, la clé toujours dans la poche de sa veste, elle s'arrêta un instant au seuil. Elle regarda autour d'elle. Les murs clairs, le lit simple, les objets qu'elle avait peu à peu ajoutés. Une photo de ses parents, un pot de lavande séché, quelques livres empilés. Ce n'était plus une chambre d'invité. C'était un espace qu'elle habitait pleinement. Elle ouvrit la fenêtre. L'air frais de la nuit entra, chargé de l'odeur de pluie. Au loin, on entendait le bruit sourd de l'eau ruisselant entre les pierres du muret. Elle inspira profondément. Tout était calme, solide, vrai. En bas, Étienne éteignit la lumière de la cuisine. Ses pas montèrent lentement l'escalier. Elle n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qu'il s'arrêtait près de sa porte. Il ne frappa pas. Il ne dit rien. Puis il s'éloigna. Elle referma la fenêtre. Cette nuit-là, elle dormit profondément, sans rêver, sans crainte. Le bruit de la pluie était toujours là, comme un souvenir ancien revenu dans un présent apaisé. Elle n'avait jamais cherché de réponse. Elle n'avait jamais voulu tout comprendre. Mais elle avait trouvé un lieu où le temps avançait avec justesse. Et Étienne, sans promesse, sans grand geste, lui avait offert une chose rare, l'espace de rester, de construire, d'appartenir. Parfois, une tempête n'apporte pas que le chaos. Parfois, elle ouvre la voie. Parfois, elle commence une histoire, sans fracas, sans miracle, seulement avec le silence, la patience et la vérité des jours qui passent.